Alors, je m'appelle Jean-Marc Leclerc, je suis astronome amateur depuis plus de 30 ans et actuellement je travaille à la Maison de l'Astronomie à Paris. Quel a été votre parcours d'étudiant et professionnel? J'ai fait des études d'optique au lycée Fresnel à Paris. Je me suis orienté vers l'optique parce que j'étais déjà passionné d'astronomie avant d'être étudiant. Je suis passionné d'astronomie depuis l'âge de 17 ans. J'ai adhéré à la Société astronomique de France et je suis allé à l'atelier de fabrication de miroirs de l'Observatoire de la Sorbonne. Et là, j'ai découvert vraiment ma vocation puisque c'est grâce à l'atelier de la Société astronomique de France que j'ai décidé de faire de l'optique mon métier. Et donc après, professionnellement, j'ai travaillé dans des entreprises qui fabriquent des composants optiques. J'ai travaillé pour Thales Optronics, qui fait de l'optique plutôt pour les militaires. J'ai monté ma société entre 2003 et 2008. J'ai créé ma société qui s'appelait Astro Télescope, où je fabriquais des miroirs de télescope pour les amateurs d'astronomie et également quelques professionnels. Donc j'ai réalisé plus d'une centaine de pièces. Et mes plus gros miroirs sont des miroirs de télescope de quasiment 800 mm de diamètre. Et dans mes plus belles pièces, mes plus belles réalisations, j'ai fabriqué la lentille principale du coronographe qui fonctionne au pic du Midi, qui sert quotidiennement à surveiller les éruptions solaires. Et donc j'ai dû fermer ma société en fin 2008 pour des raisons de concurrence évidente de la part du marché chinois notamment, qui fabriquait à l'époque des instruments sans cesse meilleurs à des prix sans cesse plus bas. Donc à un moment donné, j'ai dû prendre une résolution et ça a été difficile, mais il a fallu le 10. Maintenant, je travaille à la Maison de l'Astronomie comme vendeur, technicien. Et je m'épanouis pleinement dans ce métier car je suis vraiment dans mon domaine. Comment définissez-vous l'astrophotographie? Alors l'astrophotographie, je verrai deux volets différents en ce qui me concerne pour l'astrophotographie. Je suis, on va dire, beaucoup plus porté sur la photographie de la Lune d'un côté. Donc c'est vraiment très spécifique à l'astrophotographie, puisque c'est pas de la photographie de nébuleuse ou du ciel, c'est vraiment la Lune, sous tous ses angles, sous toutes ses phases, les cratères. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne depuis le début que je fais de l'astronomie. Parce que même quand j'avais 14 ans et que j'ai commencé l'astro, je dessinais déjà les cratères lunaires. Donc la Lune et moi, c'est une grande passion. Voilà, j'adore la Lune, ces paysages, ces cratères, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et j'adore pointer mon télescope dès que les conditions le permettent avec une caméra pour photographier soit la Lune en entier, soit faire des détails sur certains cratères. Alors évidemment, les cratères, on les connaît, c'est toujours les mêmes, mais à chaque fois, c'est éclairé différemment. À chaque fois, on ne sait pas comment la nuit va être, si la nuit va être turbulente, si la nuit va être calme. Donc on a parfois de très bonnes surprises et c'est toujours un plaisir d'être dehors sur le terrain et de faire de l'imagerie. Donc ça c'est un premier domaine où je m'épanouis en astrophotographie, et le deuxième c'est plus l'astrophoto paysage nocturne, on va dire. C'est de la photo de nuit qui mêle un paysage terrestre, donc c'est pas de l'astrophotographie pure, ça nécessite pas forcément d'instruments. Voilà typiquement un exemple d'astrophotographie tel que je l'entends également. C'est un paysage céleste photographié au-dessus d'une montagne. Et là, celle-là est particulièrement... Avec la Voie lactée et les nuages de Magellan. Voilà, celle-là me rappelle des souvenirs très forts parce qu'elle a été faite au Chili en 2014 à 5100 mètres d'altitude, donc dans un ciel extrêmement pur. Le croissant de lune était sur le point de se coucher et éclairait le paysage avec une lumière légèrement jaune. Et j'étais tout seul. Enfin, mes compagnons de trek dormaient déjà, et moi j'étais tout seul. Il était minuit, je courais partout avec mon appareil pour faire des photos du paysage qui m'entourait. Ça, c'était vraiment magnifique. Un moment pour immortaliser l'événement. Voilà. Je me suis dit que j'allais pas y aller souvent à ces altitudes, donc j'ai profité d'un voyage
exceptionnel pour faire des photos que je n'ai pas eu l'occasion de refaire depuis. Alors, quel est le matériel qu'utilise l'astrophotographe? Alors, ça va dépendre de ce qu'on fait. Si on parle de photos de paysages nocturnes, l'astrophotographe peut se contenter d'un réflexe numérique et d'un trépied photo. Voilà, c'est la base. Ça nécessite quand même d'investir dans un réflexe. On peut pas faire pour moi, on ne peut pas faire de la bonne photo astro nocturne avec un compact. Alors, il y a des appareils hybrides qui sont très bien, mais il faut quand même un appareil qui ait un capteur assez grand et assez sensible pour enregistrer la Voie lactée, des étoiles très faibles en quelques secondes de pause. Donc, par exemple, 30 secondes de pause, c'est le temps qui a été nécessaire pour cette photo, avec un temps donc avec une sensibilité de 25 milliso. Ça donne une idée, les photographes comprendront que c'est très très sensible au niveau du capteur, mais on peut difficilement dépasser 30 secondes de pause quand on fait un paysage comme ça, avec un simple trépied. Et alors, quand je fais des photographies de la Lune également, ou de quelques objets célestes autres que la Lune, ça peut être Jupiter, Mars, nébuleuse d'Orion, j'utilise typiquement un télescope équatorial. Donc j'ai actuellement le télescope qui me sert le plus souvent, c'est un Dobson de 300 mm, un Newton de 300 mm que j'ai monté sur une table équatoriale. Donc c'est motorisé, et puis là j'utilise pas d'appareil photo, j'utilise des caméras vidéo qui filment un grand nombre d'images, et ensuite ça me permet de sélectionner les meilleures images et de rejeter les flous ou les bougés pour faire une belle image à la fin. Pour vous, quel est l'astrophotographe idéal? Pour moi, l'astrophotographe idéal, ce serait l'astrophotographe qui pourrait vivre 100% de sa passion dans un site merveilleux, genre le Chili par exemple. Voilà. Le site compte énormément. C'est pas tellement le matériel qui compte. Pour moi, c'est vraiment le site. Donc l'astrophotographe idéal, c'est celui qui pourra bénéficier d'un ciel stable et pur la plupart du temps. Alors, moi, ça m'arrive quand je vais faire un tour dans les Alpes ou quand je vais passer des vacances au Chili, mais je n'ai qu'un aperçu minime de ce que ça peut être en réalité. Pouvez-vous nous citer 3 grands noms de cette discipline qui a été développée en France et en Europe? 3, c'est un minimum, je pourrais en citer plus. Moi, comme je suis plus branché astronomie planétaire, je vais plus citer des gens qui font de l'astrophotographie planétaire. Bon, je pense notamment à Thierry Legault, qui est un des précurseurs français, qui avant tout le monde a fait des images, notamment avec les premières caméras CCD, des images qui étaient vraiment très bien définies et admirées par tout le monde. Un autre grand nom de l'astrophotographie, c'est Christian Arcidi, qui était déjà très connu à l'époque de l'argentique. Et après, il y en a d'autres en France. Il y a Gérard Thérin également, je ne vais pas faire de jaloux. Gérard Thérin qui, pareil, est un grand nom de l'astrophotographie planétaire. Et, voilà, ces 3 personnes déjà sont des références, c'est des pointures. Des fois, on se demande comment ils font. Après, il y a également une personne que je voudrais citer qui est anglais. C'est Damian Pitch. Damian Pitch qui est... pour moi, c'est un extraterrestre parce que je ne comprends pas comment il fait. Pour moi, c'est le meilleur astrophotographe planétaire du monde. Il a un C14. Je crois qu'il va régulièrement observer sous le ciel de la Barbade. Donc, dans les Antilles, il bénéficie justement d'une très bonne stabilité. Ce que je disais précédemment, c'est que le ciel fait qu'on peut réussir quasiment tout ce qu'on veut. Donc là, il a une extrêmement bonne maîtrise de son instrument, et je pense qu'il se rend dans des endroits du globe où les conditions sont les meilleures possibles pour l'astrophoto. Il y a également une personne, je vais citer également Christophe Pellier, qui est moins connu, qui est
je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois il est responsable de la commission des planètes de la Société astronomique de France. C'est pas Gilles ou à confirmer, ou animateur, je ne sais plus. D'accord. À confirmer. En tout cas, il anime un groupe d'observation planétaire. Présent dans les commissions. Et à une époque, je lui avais fait un miroir de 250 mm et il s'en sert pour photographier les planètes. Alors, il a un peu la technique de Damian Pitch, mais avec un instrument plus petit. Et ça me fait très plaisir de voir ce qu'il arrive à sortir avec mon télescope, enfin le télescope que je lui ai fabriqué. Alors, il fait plus dans le technique que dans l'artistique, mais il fait vraiment des travaux très très bien. Il s'intéresse notamment à des cibles planétaires qui sont assez délaissées par les autres, comme Uranus ou Neptune, ou Jupiter ou Saturne avec des filtres en particulier. Enfin, voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Nous remarquons cette très belle photo qui a été prise et réalisée par vos soins au Chili en 2004 et qui vous a permis de gagner le fameux concours d'astrophotographie mis en place par Ciel et Espace, le fameux NPA. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette belle aventure? Tout à fait, c'est un souvenir qui reste très vivant dans ma mémoire. En 2014, j'ai participé à un trek au Chili. C'était pas un voyage destiné à faire de l'astronomie au départ, c'était un trek donc, de la montagne. Et puis j'en ai profité pour amener mon appareil photo. Je devais voyager léger, donc j'ai emporté juste un réflexe et un trépied photo. Et le trek prévoyait de monter jusqu'à quasiment 6900 mètres pour, au bout de 3 semaines de voyage, faire l'ascension de l'Ojos del Salado, le volcan le plus haut du monde qui se situe à la frontière du Chili et de l'Argentine. Pour la petite histoire, je ne suis pas monté jusqu'au sommet, j'ai dû arrêter à 6300 mètres parce que je n'arrivais plus à suivre. Mais ça s'explique parce que, contrairement aux autres participants du trek, moi j'ai passé la moitié de mes nuits dehors à faire de l'astrophoto, et donc forcément j'ai cumulé de la fatigue. À ces altitudes, ça n'a pas pardonné. Mais je suis très fier d'avoir ramené des photos du Chili, et notamment cette photo des geysers du Tatio photographiés sous l'arche de la Voie lactée. Ça s'est fait vraiment par hasard. J'avais il n'y avait rien de prévu. Disons que je faisais les photos comme ça venait, chaque soir, dès qu'on avait du beau temps. Plus on montait en altitude pour s'acclimater aux ascensions vraiment très hautes, et plus on avait un ciel qui était pur. Et donc, concernant la photo qui a gagné le concours du BNA, elle a été faite un matin, donc au geyser du Tatio, à 4300 mètres d'altitude, après 2 jours de mauvais temps. C'est-à-dire on avait prévu de rester, enfin il était prévu qu'on reste sur le site à 4300 mètres pendant 3 jours pour s'acclimater à l'altitude avant de faire l'ascension du volcan Licancabo, qui est à 5916 mètres au-dessus de San Pedro d'Atacama au Chili. Et durant ces trois jours, on a eu 2 jours de mauvais temps. Et moi, j'en pouvais plus parce que je voulais évidemment voir le ciel. C'est quelque chose que j'avais très envie de voir, le ciel à 4300 mètres d'altitude. Et la dernière nuit sur place, on a eu de la chance parce que je me suis levé. J'ai d'abord vu dans la grande pièce où on dormait, on était un groupe de 15 personnes et on dormait tous dans la même pièce. J'ai d'abord vu une lueur passer par la fenêtre et je me suis dit ça, s'il y a une lumière dehors, c'est forcément la lune. Donc, je me suis dit si c'est la lune, parce qu'il y avait un fin croissant de lune qui devait se lever le matin. Je me suis dit, s'il y a la lune, c'est qu'il fait beau. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains. Je peux vous dire que c'est pas facile, parce que se lever à 4 heures du matin... et en altitude, en sachant que chaque mouvement vous fatigue encore plus, quoi. Monter un escalier, c'est l'équivalent de courir. Voilà, mais c'était surtout la fatigue qui était difficile, parce que les premiers jours qu'on passe à 4000 mètres, c'est très difficile de dormir. On n'arrive pas, on fait de l'apnée du sommeil, on se réveille tout le temps. Donc j'avais l'impression de ne pas avoir dormi et je me suis forcé à me lever, à sortir de mon sac de couchage, à m'habiller sans réveiller les autres, à sortir sans faire de bruit. Ensuite j'ai parcouru 1,5 km tout seul.
puisqu'il n'y avait personne. Les geysers du Tatio ne sont pas ouverts au public la nuit. Il faut savoir que nous, on a été très chanceux, parce que comme on était un groupe participant à un voyage, un trek, on a eu accès à ces sites sur place, on a eu accès au dortoir. Et donc j'ai parcouru mon petit kilomètre et demi avec mon appareil photo, le trépied, et puis j'ai commencé à faire des photos un petit peu partout avec différentes fumerolles. Et à un moment donné, je me suis mis au milieu des geysers. Alors c'était marrant parce que... Enfin, marrant et un petit peu dangereux parce que j'ai appris par la suite qu'il ne fallait pas trop s'approcher non plus des trous bouillonnants, parce que le plancher pouvait se crevasser ou s'effondrer à tout moment. Donc après, c'est quand même délimité par des pierres, mais la nuit, un petit peu éclairé par la lune, c'était pas forcément trop visible. Le vent tournait pas mal aussi sur le plateau des geysers, ce qui fait que, bon, sur la photo, on voit les fumerolles s'élever vers le haut, mais il faut savoir qu'à certains moments, les fumerolles tournaient autour de moi et trempaient complètement l'appareil photo. Donc à plusieurs reprises, j'ai dû démonter l'objectif, sécher l'intérieur, enfin sécher avec un chiffon. C'était trempé. Et il y a eu ce moment où le vent s'est calmé, les fumerolles sont montées, et puis j'ai trouvé le cadrage. Alors j'ai fait un panoramique, c'est-à-dire que j'ai assemblé 9 photos que j'ai commencé à prendre de la droite vers la gauche, en me disant, bon, je vais en faire le plus possible, et puis j'assemblerai et on verra après. Combien de temps, ce panoramique? Chaque photo a duré 30 secondes, donc on va dire... voilà, 10 fois 3, ça fait 300 secondes, plus le temps de cadrage, etc. pour l'ensemble. Il a fallu faire assez vite parce que sur la photo, l'aube commence à apparaître. Et donc, si on ne va pas vite, on a des photos qui sont plus claires que d'autres à la fin du panorama. Et puis, également, il y a la rotation du ciel. Enfin, il faut faire assez vite. C'est vrai que cette photo est intéressante parce qu'elle est faite aussi juste avant l'arrivée des touristes sur le site du Tatio, parce que tous les matins, c'est quand même une grande attraction d'aller au geyser du Tatio. Les gens se lèvent à 3-4 heures du matin à San Pedro, prennent les minibus, les 4x4 pour être à 7 heures, pétantes, sur place, et voir les geysers qui le matin développent le plus de fumée. C'est vraiment au lever du jour, donc les touristes commencent à arriver à l'aube, au moment où le ciel est encore bleu, mais le soleil ne s'est pas levé, et dès que le soleil se lève, tout devient enveloppé dans une espèce de brume. Et tout à fait à droite de la photo, en bas, on voit un rocher qui est éclairé. En contre-jour, si on n'y fait pas attention, on ne le voit pas. Mais en réalité, ce sont les phares des bus de touristes qui sont près du dortoir que j'ai laissé la nuit et qui sont prêts à venir inonder le lieu de touristes. En tout cas, les touristes sont voilés de la réalité que vous avez prise avant. Ouais, c'est vrai que... C'est un moment assez impressionnant. C'est un moment unique. Ouais. Alors, quelles sont les étapes pour réaliser une belle photo en astrophotographie? Ça va dépendre de ce qu'on fait. Si je vous parle d'une photo comme celle du Chili, par exemple, une photo simple à réaliser, parce qu'en fait, c'est pas compliqué, il n'y a pas énormément de techniques. Une photo simple, pour moi, c'est une photo où on met son appareil sur un trépied et on cadre et on déclenche. Alors, il faut quand même néanmoins bien connaître son appareil photo. Il faut bien connaître son appareil, bien connaître les réglages et bien connaître l'objectif. Ça fait 3 choses. C'est-à-dire, quand je dis les réglages, c'est la sensibilité, les temps de pause, déterminer, trouver un équilibre pour ne pas avoir une photo complètement bruitée et pas avoir une photo trop sombre non plus. L'objectif, avoir un objectif qui donne des images d'étoiles nettes jusque sur les bords du champ. Parce que les premières photos que j'ai réalisées, quand on débute l'astrophoto, on commence avec ce qu'on a, et les premières photos que j'ai réalisées avaient des étoiles qui ressemblaient à des virgules ou à des parenthèses sur les bords du champ. C'est pas beau du tout. Et après, il y a le cadrage. Il faut être... faut le sentir. Ça marche pas à tous les coups. Mais pour moi, c'est ça. C'est bien connaître son matériel, profiter d'une opportunité quand on est dans un lieu propice à la photo, et puis surtout la persévérance. La persévérance, c'est se dire bon, j'ai pas forcément réussi la première, mais je vais continuer, je vais rester. C'est ce que j'ai fait au Chili, par exemple, pour les geysers du Tatio. J'ai tourné autour pendant 1 heure. Mon appareil s'est fait tremper par les vapeurs, et pourtant j'ai tout essuyé, j'ai continué.
Voilà. Ça peut donner envie parce que moi je dis que l'astrophoto, c'est pas si compliqué. Quels sont les 2 à 3 objets célestes qui vous passionnent et dont vous avez toujours plaisir à observer et à prendre en photo? Alors, je vais commencer par mon objet préféré, qui est la Lune. Alors, la Lune, je peux en parler parce que je l'observe depuis plus de 30 ans. Et j'ai même utilisé mes meilleures photos pour illustrer un guide d'observation de la Lune que j'ai publié, à la fin de l'année 2017, pardon. Donc le petit guide d'observation de la Lune. Donc ça c'est vraiment mon objet préféré que j'adore regarder. Qu'elle soit pleine, qu'elle soit en croissant, qu'elle soit en quartier, qu'elle se lève, qu'elle se couche. J'adore vraiment la Lune parce que voilà, ce sont des paysages pour moi qui sont austères mais changeants et tellement contrastés. Et très accessible Voilà. du point de vue de leur régularité, quoi. Tout à fait, très accessible. Mhm. Après, il y a un autre objet que j'adore pointer, c'est la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse M42 qui est visible tout l'hiver. J'en ai de photos là d'ailleurs sur l'expo. Bon, ça c'est une photo faite avec un simple téléobjectif qui montre la nébuleuse dans son ensemble. Et moi, ce que j'adore dans cette nébuleuse, c'est la partie centrale, l'observer notamment, et puis la photographier, essayer d'avoir le maximum de détails dans la partie qui est centrale, qui est très brillante. C'est la nébuleuse la plus brillante du ciel d'ailleurs. Même dans l'hémisphère sud, ils n'ont pas de nébuleuse aussi. Pour le rappeler, pour recontextualiser, la nébuleuse d'Orion est observable dans la constellation d'Orion, qui est la constellation principale de notre ciel d'hiver. En dessous du baudrier d'Orion, on aperçoit sur un ciel non pollué une petite tache plus ou moins floue. Et avec une lunette ou un télescope, on peut pointer cette région et puis on peut apercevoir, observer, admirer cette très belle nébuleuse solaire. Et un troisième objet, après, il y a quelque chose que j'adore photographier également, mais qui est beaucoup plus difficile, c'est les éclipses de soleil. Alors, on ne veut pas vraiment appeler ça un objet céleste, c'est plutôt... Si, c'est le soleil lors d'un événement particulier. Donc ça, c'est... Voilà, avec la Lune, la nébuleuse d'Orion, les éclipses de soleil, voilà tout. Un exemple de photographie est réalisé en 2010 à l'île de Pâques. Ça c'est technique. Des observations, des photos inoubliables dans des coins paradisiaques. Voilà, ouais. C'est sûr que l'éclipse de soleil ne passe pas forcément dans la ville d'à côté. Et des fois, c'est vrai qu'il est nécessaire de se rendre au bout du monde pour en photographier une. Alors, j'essaie de les suivre depuis 2005. N'ayant pas vu celle de 1999 qui est passée en France pour cause de mauvais temps. Depuis 2005, j'ai fait une annulaire en Espagne, j'ai fait 2006 la lune totale en Turquie, j'ai vu l'éclipse de 2010 à l'île de Pâques, grâce à une entreprise qui s'appelle HD Airsoft qui a sponsorisé mon voyage. C'est une entreprise qui fait du logiciel de traitement HDR, c'est-à-dire de la photo à haute dynamique. Et c'est exactement ce logiciel que j'ai utilisé pour traiter la photo de l'éclipse. Parce que ça, une éclipse est très difficile à photographier parce que la partie la plus proche du limbe solaire ou lunaire est très brillante, alors que les parties externes sont beaucoup plus faibles, tellement faibles qu'on voit des étoiles, même sur la photo. Donc j'ai fait aussi l'Australie en 2012, une totale. Après, je ne suis pas allé en Afrique, au Kenya, en 2013 parce que j'ai jugé qu'il y avait très peu de chances de l'avoir par rapport aux frais engagés. Et je suis allé aux États-Unis l'été dernier, en août 2017, à Kansas City, pour voir la grande éclipse américaine, que j'ai vue de justesse après avoir parcouru près de 400 km pour sortir d'un orage. Mais je l'ai vue, et j'ai fait des photos. Donc voilà, ça c'est mon troisième objet de prédilection, les éclipses de soleil. Mais par contre là, c'est technique, ça n'a rien à voir avec la photographie sur un trépied. C'est très technique, et alors là, moi j'ai un maître en la matière que j'essaie
j'essaie d'imiter, et pour l'instant je m'en rapproche, mais jamais je n'ai réussi même à l'imiter. C'est Miloslav Drukmuller, qui est le grand spécialiste des photographies d'éclipses mondiales, qui a développé lui-même un logiciel de traitement des éclipses, enfin de la couronne solaire. Ces photos sont magnifiques, ça fait apparaître des détails fabuleux. Il faut savoir je crois qu'il est docteur en mathématiques, donc il a voilà, il a les compétences pour faire son propre logiciel, qui n'est évidemment pas distribué, voilà, même en vente. Mais j'essaie de faire aussi bien, et la photo de l'île de Pâques, par exemple, m'a demandé quand même 4 mois de réflexion et de traitement pour la. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est conséquent au niveau de l'investissement qu'il y a derrière. 70 kg de matériel sur place et 4 mois de travail pour trouver la méthode. Ok. Mais je vais encore essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors, l'astrophotographie est-elle une discipline essentiellement adressée aux personnes aisées qui ont des moyens pour s'acheter ce matériel, appareil photo spécifique, réflexe, etc. Alors non, c'est pas une discipline qui est réservée aux personnes aisées. Quand je dis personne aisée, c'est une personne qui pourrait s'acheter un télescope de grand diamètre avec une belle monture, un magnifique appareil photo, une caméra extrêmement performante. Et ça existe, évidemment, si on a les moyens, on peut s'offrir du matériel de très grande qualité. Encore faut-il savoir s'en servir. Ce que vous avez précisé tout à l'heure, 3 étapes, dont l'une des étapes, c'était de connaître son matériel. Voilà. Effectivement. Voilà. À la Maison de l'Astronomie, on voit beaucoup de gens qui désirent faire de l'astrophotographie, qui n'y connaissent rien et qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour acheter du matériel, mais après ils ont potentiellement la capacité de faire de la photo. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas au moment de l'achat, c'est qu'il va leur falloir une période d'apprentissage de quelques mois, voire une année, voire 2 ans, pour apprendre parfaitement à se servir de leur matériel. Donc, bon, ce n'est pas forcément le matériel le plus cher qui va être le plus performant. J'aurais tendance à encourager les gens à commencer l'astrophotographie avec un simple réflexe. Un réflexe ou un hybride suffisamment sensible. Il suffit d'avoir, par exemple chez Canon, il y a un petit boîtier qui est très bien en astrophoto, c'est le 100D par exemple. Il est petit, il est léger, il n'y a même pas besoin d'avoir un instrument, il est sensible, ou le 1100 ou le 1200D. Enfin, ce sont des petits boîtiers qui valent 300-400 euros avec leur objectif. Voilà, on peut même les trouver d'occasion. Et pour moi, c'est un investissement minimum pour faire de l'astrophotographie, mais qui est quand même raisonnable. Donc un petit boîtier photo sur un trépied, et on peut on peut commencer à photographier le paysage, la Voie lactée, les étoiles filantes, des conjonctions entre la Lune et des étoiles, des rapprochements. Enfin voilà, on peut commencer l'astrophoto, faire des défilés d'étoiles également, c'est-à-dire sur 30 secondes de pause par exemple, et les pauses de 30 secondes s'enchaînent jusqu'à épuisement de la batterie ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de place sur la carte mémoire. Et on peut faire des photos comme celles qui sont présentées ici, par exemple, celle-ci ou celle-ci, qui sont des filets d'étoiles. Là, il n'y a absolument pas besoin d'avoir un matériel cher pour faire ça. Une fameuse circumpolaire. Voilà, circumpolaire, on laisse l'appareil se débrouiller tout seul pendant 2 heures et on a ce genre de photo. Voilà. Pour moi, ça c'est de l'astrophoto, ça fait partie de l'astrophoto. C'est l'astrophoto artistique abordable. Pour terminer, les associations scientifiques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi ? Ah oui, alors complètement. Moi, je suis complètement favorable au développement et à l'expansion des associations qui font de la science. Pour moi, les associations scientifiques sont des vecteurs essentiels pour vulgariser le savoir scientifique. Ce sont plus les médias, c'est plus la télévision, c'est plus la radio, ou alors sur des chaînes qui sont perdues, qu'on ne voit plus, qui ne sont pas médiatisées. Donc ce n'est pas les médias habituels qui vont véhiculer l'information scientifique, c'est les associations. Les associations, par le biais notamment de la Nuit des Étoiles ou des différents clubs d'astronomie qui font des journées portes ouvertes, ou durant l'été notamment. Tout ça, je pense que ce sont des actions très positives qui sensibilisent les gens
à, d'une part, un petit peu la connaissance scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête. C'est la Terre qui tourne sur elle-même et non le ciel qui tourne autour, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le contraire. Il y a plein de gens qui ne savent pas forcément ça, et quand on leur explique dans un cadre d'association scientifique, bah, ils sont intéressés, ils sont contents d'apprendre ce genre de choses. Donc les associations scientifiques aussi permettent aux gens de rêver et de se rendre compte que c'est accessible, qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un bagage scientifique pour accéder voilà, à des choses comme l'astronomie. Il suffit de les associations scientifiques ou les clubs permettent de partager ce savoir et de donner envie aux gens. Moi, je connais plein de gens, parce que j'ai fait des animations, et je connais plein de gens qui m'ont dit après, ah, c'est vraiment bien d'avoir partagé avec nous, ça nous a donné envie d'observer, et parfois ça a même suscité des vocations. Donc pour moi, c'est essentiel. Les associations scientifiques sont vraiment essentielles pour véhiculer la science. Voilà.